Avec plaisir. Bah, déjà, merci pour cette magnifique intro, Talia. Ça nous fait énormément plaisir aussi de participer à ce live. C'est vraiment cool de nous avoir invités. Merci à tous d'être là ce soir. On connaît une partie d'entre vous, mais il y a plein de gens que je ne connais pas aussi, donc c'est super cool que vous soyez là et qu'on puisse échanger tout au long de cette heure à venir. L'idée, c'est qu'on vous parle du projet, mais c'est aussi qu'on échange. Enfin, si vous avez des questions, et effectivement, Adrienne, fais-les remonter si jamais tu penses que c'est pertinent. En tout cas, nous, enfin, voilà, c'est le plus interactif la session sera, le plus intéressant elle sera, je pense. Donc oui, Marley, qui est un jeune qu'on aide actuellement avec Salade d'Avenir, va arriver. Il a juste 2-3 minutes de retard, mais normalement, il devrait être là dans 5 minutes. Donc je vais d'abord me présenter. Ensuite, je laisserai Léa se présenter. Et ensuite, Marley, dès qu'il sera là, se présentera. Du coup, moi, je m'appelle Louis. J'ai 29 ans. J'ai fait des études de commerce. À la suite de ces études de commerce, j'ai travaillé pendant 2 ans en finance de marché. J'étais analyste chez Amundi, qui est une filiale du groupe Crédit Agricole. En gros, je faisais de la gestion d'actifs financiers, j'achetais des actifs financiers sur les marchés. Enfin voilà, rien à voir avec ce que je fais actuellement. Et ensuite, j'ai démissionné en 2018, poussé par cette fameuse quête de sens qui anime pas mal de gens de ma génération. Ah, voilà Marley. Hello, j'étais justement en train de me présenter. Du coup, j'ai démissionné en 2018. Je suis rentré à Paris parce que j'étais à l'étranger à l'époque. J'ai eu une première expérience entrepreneuriale. J'ai monté une petite marque de vêtements avec ma copine à l'époque. On s'est retrouvés tous les deux à Paris et on a fait ça. Et j'ai commencé à m'intéresser au sujet du sans-abrisme à partir de début 2019. Donc, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai fait les premiers programmes Make Sense de sprint, etc. C'était au printemps 2019. Disons que cette volonté de m'attaquer à la question du sans-abrisme est venue en 2018-2019 et petit à petit, début 2019, on s'est lancé. Je ne vais pas rentrer dans le détail du projet tout de suite. Je te laisse y aller, Léa, et ensuite Marley se présentera vite fait. Ça marche, pas de souci. Alors, du coup, moi, je suis Léa. Je suis diplômée du travail social et plus récemment, en tant que chef de service dans ce même secteur, j'ai exercé au sein de la Fondation Le Refuge à la fois sur les fonctions de travailleur social, mais aussi en tant que déléguée régionale. Aujourd'hui, je ne suis plus en fonction, mais je suis parmi vous aujourd'hui pour témoigner du partenariat que j'ai eu l'occasion de mettre en place avec Louis et Benoît, parce que, un peu comme Talia, j'ai eu la chance de les rencontrer au tout début, lorsqu'un beau jour, ils ont débarqué dans mon bureau. Voilà. Merci Léa, génial, on a hâte d'en savoir plus. Et du coup, Marley, déjà bienvenue parmi nous. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus du coup sur qui tu es rapidement, sans en dire trop pour qu'on en garde pour la suite. Ok, bah moi c'est Marley, j'ai 21 ans et je suis au refuge là depuis 1 an et demi. Et normalement je suis barman, voilà, c'est un peu compliqué. Voilà. En ce moment, oui. Après je sais pas quoi dire alors. Voilà, c'est bien déjà. Merci beaucoup. Merci Marley. Et de toute façon, on va prendre le temps après d'en savoir plus sur toi. On pourra te poser quelques questions par la suite. Mais en tout cas, on voulait un petit peu situer qui est qui. Et maintenant, je vais revenir embêter Louis avec des petites questions. Avec plaisir. Donc, le projet qui nous réunit aujourd'hui et qui nous permet un petit peu de parler du secteur de la solidarité, mais aussi de la collaboration dans ce secteur-là, c'est le projet Tiers-Lien d'Avenir. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement la genèse du projet? Comment tu nous as un petit peu mentionné déjà comment tu es arrivé, toi, à t'intéresser, à te sensibiliser au sans-abrisme, mais après, plus généralement, comment le projet est arrivé, comment tu t'es lancé? Ouais, le point de départ du projet, c'est le sans-abrisme. En fait, c'était cette volonté d'essayer de faire quelque chose pour aider les sans-abri de manière assez naïve, en fait, initialement. Début 2019, quand on s'est lancé, c'était vraiment, on va essayer d'aider les sans-abri. On ne sait pas trop de quoi ils ont besoin, mais on va bien voir. Initialement, on avait déjà cette idée d'aider financièrement les sans-abri, parce que c'est quand on ne connaît pas vraiment les besoins et le secteur, etc., on se dit qu'en fait, tous ces gens dont ils ont besoin, c'est de l'argent. Alors qu'en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Benoît et moi ne nous connaissions pas au début de l'année 2019.
Et donc, on a tous les deux séparément intégré les programmes de Sprint Make Sense, donc qui sont des programmes très early stage, entre guillemets, désolé pour l'anglicisme, mais en gros, quand vous avez simplement une idée, vous pouvez faire un sprint chez Make Sense qui va vous guider sur les premières étapes d'exploration et de compréhension de sa cible, etc. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Benoît, donc l'autre cofondateur de Tiers d'Avenir. Ce qui s'est passé quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on avait envie de faire des choses pour les mêmes personnes. On avait la même cible bénéficiaire, c'était les sans-abri. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, on va prendre le truc de zéro et on va tout simplement aller à la rencontre des sans-abri et essayer de comprendre ce qu'on peut faire, ce qui est possible de faire, comment fonctionne le secteur, etc. Donc, c'est ce qu'on a fait. Un peu avant l'été 2019, on a commencé ce travail exploratoire. Donc, on est allé sur le terrain, on a rencontré des sans-abri, on a contacté tout un tas d'assos qui bossent avec les sans-abri. Enfin, on a fait un vrai travail d'exploration de terrain pour comprendre la cible, pour comprendre le besoin. Et de ce travail d'exploration qui a duré plusieurs mois, je dirais 3-4 mois en gros, sont ressortis 2 constats principaux. Le premier constat, c'était qu'il y a déjà énormément d'assos qui font des choses pour les sans-abri et que, en fait, les blocages, les freins à l'insertion ou au retour à la vie normale pour ces personnes-là, pour ces publics-là, ils ne sont pas d'ordre financier, ils sont pas d'ordre… Enfin, voilà, il y a des blocages qui sont beaucoup plus structurels que ceux à quoi on s'attendait. Et donc, ce constat, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose de plus à faire que ce qui est actuellement fait par les assos traditionnels et historiques du secteur. Donc ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, c'est que il y avait tout un tas de sans-abri, de personnes à la rue en grande difficulté. En discutant avec eux, on s'est rendu compte qu'en fait, ces gens-là, ils étaient soit issus de l'aide sociale à l'enfance, donc c'était d'anciens enfants placés, soit ils n'en étaient pas issus, mais ils avaient quand même glissé à la rue avant 25 ans. En fait, donc, le deuxième constat, c'est que la tranche d'âge 18-25 est une tranche d'âge qui crée une extrême fragilité chez certains publics, notamment les jeunes qui sont en rupture familiale. En fait, quand vous êtes jeune en rupture familiale, que vous veniez de l'aide sociale à l'enfance, donc que vous ayez été un enfant placé ou pas, il est extrêmement compliqué de s'en sortir, de s'insérer, etc., si vous n'êtes pas soutenu socialement, mais aussi financièrement. Donc, ces 2 constats nous ont poussé à nous dire qu'en fait, notre cible bénéficiaire, ce n'était pas les sans-abri, c'était les jeunes majeurs en rupture familiale. Donc ça, c'était le point de départ. Merci, hyper intéressant. Et sur la démarche aussi de se dire qu'en fait, au début, on arrive dans un secteur, on a le sentiment qu'on est attiré par celui-là, et puis après, on va creuser aussi pour voir où est-ce qu'on peut vraiment avoir un impact et où est-ce qu'on peut vraiment être utile. Donc, hyper intéressant dans la démarche. Et aujourd'hui, du coup, avec Tiers d'Avenir, qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est quoi un peu votre raison d'être du coup chez Tiers d'Avenir, et puis si tu veux aussi nous partager un peu votre rêve avec le projet, qu'est-ce que vous avez envie de construire? Ok, donc ce qu'on fait actuellement, donc on fait plusieurs choses, mais on va dire notre activité principale, c'est qu'on verse une aide financière à des jeunes majeurs qui en ont besoin, qui sont dans le besoin. En fait, on s'est rendu compte, notamment grâce à la relation refuge, mais à d'autres assos aussi, que les jeunes majeurs sans soutien familial avaient plusieurs grands types de besoins. Le premier étant le logement, évidemment. Si vous n'êtes pas logé, c'est un peu compliqué de faire quoi que ce soit ensuite. Le deuxième, c'est l'accompagnement social, parce que quand vous n'avez pas de soutien familial, vous avez besoin d'être accompagné, d'être guidé, vous avez besoin de quelqu'un qui vous guide sur toutes les questions d'insertion, etc., mais aussi pour être là pour vous. Et le troisième besoin, c'est le besoin du soutien financier. Et celui-là, contrairement au logement, à l'hébergement logement et à l'accompagnement social, en fait, il est absolument non couvert. C'est-à-dire qu'avant 25 ans, vous n'avez pas de RSA et il n'y a quasiment aucun dispositif d'aide financière inconditionnelle. Il y a quelques dispositifs qui existent, comme la garantie jeune, le contrat jeune majeur et d'autres, mais ces dispositifs sont souvent très contraignants, enferment les jeunes dans des cases qu'ils n'ont souvent pas choisies, et donc vous avez tout un tas de jeunes qui, soit par choix, soit parce qu'ils ne rentrent pas dans les clous des contraintes, n'ont absolument aucun soutien financier. Donc, partant de ce constat-là, que sur ces 3 piliers, il en manquait un, on s'est dit, voilà, nous, le pilier auquel on va s'attaquer, c'est celui-là. Donc, ce qu'on fait, c'est ça, c'est qu'on verse une aide financière à ces jeunes majeurs qui en ont besoin. Comment est-ce qu'on les identifie? Par le travail avec les assos, en fait. D'où l'intérêt d'échanger avec Léa aujourd'hui, en fait. C'est que notre action n'a de sens que par la collaboration, en fait. C'est en travaillant avec des assos qui suivent ces jeunes au quotidien et avec lesquels on arrive à faire remonter les besoins de jeunes qui seraient en difficulté et qui seraient à risque
de décrocher de leur parcours d'insertion, de lassitude psychologique, etc. C'est grâce à cette collaboration inter-asso qu'on identifie les jeunes et qu'on les aide. Oui, en effet. Ouais. Ouais, pardon, tu voulais compléter? Non, je voulais passer à la question du rêve, du coup, mais, Ouais. Ah bah vas-y, fais-nous rêver. Si, complètement, j'allais dire. Et ouais, quel est le notre rêve rêve, et l'envie d'impact avec ce projet? le rêve à terme, en tout cas, un des trucs qui nous a liés avec Benoît dès le début, c'est cette conviction qu'on partage sur le revenu universel, ou en tout cas sur la pertinence d'un revenu pour tous qui soit inconditionnel. Benoît et moi, on croit absolument dur comme fer en ça, pour tout un tas de raisons. On ne va pas rentrer dans des débats idéologiques, mais disons que notre rêve, c'est ça. Donc, notre rêve, c'est d'organiser la redistribution des richesses pour que tous les êtres humains aient un revenu minimum inconditionnel qui leur permette de se développer en tant qu'être humain. Génial. Et alors, moins proche du rêve, mais très concret, votre statut aujourd'hui, c'est, on a une question dans le chat sur le statut. Ouais, on est une asso. Avant de passer à la deuxième partie, peut-être juste aussi nous dire qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez, quelles ont été là vos premières actions concrètes? Est-ce qu'il y a un truc en particulier que vous voudriez nous partager en termes de chiffres ou d'activités au-delà là, du coup, on redescend du rêve et revenir à ce que vous avez fait? Ouais, nos premières actions, on a pour l'instant, donc on s'est lancé en mars 2020, c'est-à-dire que la structure existe officiellement depuis mars 2020. Et depuis mars 2020, on a aidé 15 jeunes. Et je ne sais pas si c'est le bon moment pour en parler, mais en gros, on est en train de tester en ce moment quelque chose. En fait, on a fait un second constat. Nos premiers mois d'activité nous ont permis de faire un second constat, un nouveau constat. Des constats, on en fait tous les jours, mais en tout cas, on a fait celui-là qui a trigger quelque chose chez nous, qui nous a fait prendre conscience qu'il y avait un besoin là-dessus. C'est que les jeunes qu'on aidait avaient souvent manqué parfois de, comment formuler ça, de référence d'identification. En tout cas, on s'est rendu compte que la relation qu'on avait à eux, qui était très horizontale, permettait à ces jeunes de sortir des relations qu'ils avaient parfois avec leurs travailleurs sociaux, des relations très verticales qui peuvent exister dans le travail social traditionnel. Et on s'est rendu compte que le fait que nous soyons, parce qu'on n'est pas travailleurs sociaux et qu'on peut se permettre d'être très horizontal dans notre relation à ces jeunes, que ça débloquait souvent des trucs en termes de confiance, en termes de motivation chez ces jeunes. Et on s'est dit, là, en fait, il y a peut-être quelque chose à faire. Il faut peut-être qu'on essaye de développer de plus en plus de relations horizontales pour ces jeunes qui les sortent des cercles sociaux qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Et donc, ce qu'on est en train de faire actuellement, et donc on a une première expérimentation qui est en cours avec 6 jeunes, c'est qu'on lance un programme de binomage. Donc, en fait, pour l'instant, on l'a appelé, non, on ne l'a pas appelé, mais en fait, l'idée, c'est on met ces jeunes en binôme avec un jeune qui a leur âge, qui n'est pas en situation de difficulté financière ou de rupture familiale. On va dire que en fait, c'est des jeunes comme moi et Benoît, des jeunes comme nous. Et on met ces jeunes qui sont accompagnés par les assos, qui sont en difficulté financière, voilà, on les met en binôme avec des jeunes qui ont leur âge, mais qui ne sont pas dans la même situation sociale. Et on laisse naturellement la relation se tisser. Et nous, on est absolument convaincus que ce type d'échange va apporter beaucoup à ces jeunes et va leur permettre de découvrir plein de trucs, de se rendre compte qu'en fait, les galères, on en vit tous. Tu n'es pas forcément issu d'un milieu social vulnérable ou non privilégié, et tu peux quand même avoir des galères, quoi. Et donc, c'est un peu l'idée de ce programme, de se rendre compte qu'en fait, voilà, grosso modo. On ne peut que aller dans votre sens, clairement. Exact. Et donc, voilà, on a aidé 15 jeunes financièrement, et là, on est en première phase d'expérimentation sur ce projet de binomage avec 6 jeunes. Je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Pour répondre sur les sujets modèle économique et financement, on aura un petit temps pour en parler juste après. Donc, je vous propose de garder ces questions au chaud pour tout à l'heure. Ouais, il y a plein de questions sur le business model. Parce que justement, je pense qu'on va bientôt y arriver. Là, on va parler de l'écosystème. Et c'est vrai que c'est un sujet brûlant du secteur de la solidarité, forcément. C'est aussi comment est-ce que quand on est une entreprise sociale, une association à but non lucratif, mais qui doit quand même survivre et ne pas dépendre 100% de subventions, comment on fait dans ce secteur-là? Donc, je pense que ça va être un sujet intéressant à aborder. Juste sur les questions qui sont peut-être juste de l'ordre de ce que vous faites, il y avait une petite question sur
où est-ce que vous agissez en termes géographiques et je crois le montant des bourses versées aux jeunes et du coup sur la manière dont vous les financez, ça peut-être on en parlera après. Ouais, alors géographiquement, on est à Paris pour l'instant uniquement. Parce que nos partenaires associations sont à Paris. Et sur le montant de l'aide, en fait, c'est sur mesure. C'est-à-dire que les jeunes formulent une demande en fonction de leurs besoins. Ils nous expliquent pourquoi est-ce qu'ils ont besoin, etc. Et ensuite, nous, on organise un comité. On organise un comité lors duquel on invite des professionnels du travail social, mais aussi d'anciens enfants placés ou d'anciens jeunes qui ont connu la difficulté, la précarité. Enfin, en gros, on invite un panel de personnes compétentes pour réfléchir, discuter avec les jeunes, réfléchir ensemble de combien ils ont besoin, etc. En gros, une fois qu'on attribue l'aide, on prend en compte les besoins du jeune. Et donc voilà, mais en gros, en moyenne, entre 200 et 300 euros par mois. On est sur du sur-mesure en tout cas. Merci pour ce partage. Il y aura aussi le temps de questions-réponses pour approfondir aussi le modèle de tireur d'avenir pour les questions restantes, si ça vous va. Mais justement, on va un petit peu parler, on va parler écosystème de la solidarité maintenant, justement parce que c'est un secteur particulier. Comme tu l'as mentionné, Louis, il y a aussi il y a plein d'acteurs qui sont déjà en place, qui font déjà plein de choses, et il y a différentes typologies d'acteurs. Dans ces typologies d'acteurs, il y avait notamment le Refuge qui était une des associations avec qui vous travaillez. Et c'est là que vos chemins se sont croisés avec Léane notamment. Mais après, voilà, c'était pas que autour de ça. Il y a plein d'autres assos qui sont là. Est-ce que peut-être Léa, tu peux revenir aussi sur toi, ta rencontre avec Tireur d'avenir et ce que vous avez pu construire ensemble et comment est-ce que la collaboration s'est faite aussi entre vous? Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, du coup, j'ai fait la connaissance de Louis et Benoît en septembre 2019, où, en fait, on a très rapidement décidé de se rencontrer physiquement. Donc, on a eu un premier rendez-vous très simple, où ils ont pu présenter un petit peu l'essence du projet. Et en fait, très, très rapidement, on est rentré en réflexion dès ce premier rendez-vous, où avec un peu de recul, je les ai assénés de questions par rapport à tout ça, parce qu'effectivement, Louis l'a très bien dit, et je ne vais pas forcément revenir là-dessus parce que ça fera beaucoup de répétitions, mais cette question de l'aide financière, c'est un vrai sujet, c'est un vrai nœud dans le secteur de l'accompagnement des jeunes de 18 à 25 ans aujourd'hui, et un vrai frein dans la pratique professionnelle que moi j'avais au quotidien et dans les situations que je pouvais rencontrer. Donc voilà, et donc on est sorti de ce premier rendez-vous, j'en suis sortie en me disant bon, ça a l'air un peu fou leur truc, mais voilà, ce serait dingue si ça marche, parce que si ça marche, vraiment ça peut grandement nous aider. Et en fait, on a commencé comme ça à se voir assez régulièrement. Louis n'hésite pas à m'interrompre si mes souvenirs ne sont pas complètement exacts. Mais on a commencé à se voir assez régulièrement avec différents acteurs de l'association, tous les membres de l'équipe, et à vraiment prendre du temps de réflexion sur quels étaient les besoins et à tous les niveaux. Et c'est là où je trouve que ça a été particulièrement pertinent, c'est qu'on a senti chez Louis et Benoît un véritable intérêt à comprendre quelles étaient nos difficultés, comment elles se traduisaient, quelle était notre pratique, et vraiment à pousser ce besoin de connaissance assez loin et de compréhension assez loin, et à vraiment vouloir faire en sorte que ça colle aux besoins des jeunes sans que ça devienne une charge pour les accompagnants. Et cette recherche d'équilibre, elle a duré comme ça plusieurs mois, sur tout un tas de questions, y compris liées aux outils qui pouvaient être utilisés. Et en fait, sans s'en rendre compte, on s'est vraiment retrouvés hyper impliqués dans la réflexion de Louis et Benoît, même plus qu'impliqués, on a même été emmenés par leur élan et l'envie toujours plus de mener cette réflexion plus loin, jusqu'à ce qu'on puisse signer une première convention en janvier. Et effectivement, à partir du mois de mars 2020, enchaîner sur les premières aides et les premières situations de jeunes à discuter, en fait.
Donc, merci beaucoup Léa, hyper intéressant parce que là, du coup, on voit que c'était vraiment dans tous les sens des besoins en fait, qui se sont rencontrés. C'était du côté de l'asso, en fait, il y avait des besoins qui étaient non couverts, parce que, mais qui étaient là et qui étaient constatés, mais qui n'étaient pas forcément couverts. De l'autre côté, Tire-Lire d'Avenir qui arrive aussi avec cette proposition un peu folle. Et puis les bénéficiaires finaux aussi qui avaient ce besoin-là. Et finalement, la rencontre de tout ça qui a rendu le tout possible et du coup une mise en place pour des premières actions en 6 mois environ, en gros entre la rencontre et les premières actions. Super inspirant. Au-delà du coup de ce qui s'est passé sur cette collaboration-là, est-ce que vous pourriez peut-être tous les deux nous dire un petit peu, peut-être nous donner un aperçu de cet écosystème de la solidarité, de votre point de vue, sans forcément que ce soit exhaustif, mais peut-être déjà ses spécificités et quelle typologie d'acteurs on y trouve. Et puis après, il y a une question aussi qui a été posée et qui pourrait être intéressante à aborder ensuite, mais c'est aussi comment vous, en tant que projet de Tire-Lire d'Avenir, après, vous trouvez votre place dans tout ça, dans tout cet écosystème qui est assez riche. Léa, je commence, mais tu connais probablement bien mieux que moi l'écosystème, donc tu compléteras. Je vais me répondre de mon point de vue de non-initié initialement. C'est-à-dire que moi, je ne connaissais absolument pas le secteur. Quand on s'est lancé, c'était vraiment très naïf. C'était vraiment genre, Benoît et moi sommes deux pecnos qui avons envie de changer les choses. On va voir ce qu'on fait. Moi, je ferai la différence entre l'écosystème de la solidarité entrepreneuriale et l'écosystème historique traditionnel. Parce que l'écosystème de la solidarité entrepreneuriale prend de plus en plus de place et il y a de plus en plus de projets qui se lancent là-dedans. Donc, ça commence à devenir un vrai écosystème. Mais là-dessus, Make-Sense doit le savoir bien mieux que moi. L'écosystème de la solidarité est très, très vaste. C'est-à-dire qu'il s'articule autour de l'État, déjà, qui joue quand même un rôle assez central dans cette question de solidarité, et du tissu associatif. Le tissu associatif, il est extrêmement vaste. Mais vous avez aussi des acteurs financeurs, des fondations qui sont là pour soutenir les projets, etc. Est-ce que vous voudriez en savoir un peu plus sur un point un peu plus précis, du coup, ou peut-être Léa, tu voudrais dire un truc? Ouais, peut-être Léa, si tu veux compléter aussi de ton point de vue aussi sur les acteurs que toi, tu as, en tout cas, qui sont pour toi les acteurs incontournables de cet écosystème, soit quand on se lance là-dedans pour lancer un projet, par exemple, vu qu'on est ici pour la partie aussi projet entrepreneurial, tu dirais que c'est qui les acteurs incontournables de ce secteur pour toi? Oui, alors du coup, moi, j'ai peut-être une vision effectivement plus traditionnelle. Et dans le secteur dit traditionnel, en fait, je pense que ce qui est compliqué, c'est que en tant qu'intervenants sociaux, on ne peut pas tout faire, en fait. On aimerait pouvoir tout faire parce que clairement, ça nous permettrait de débloquer un certain nombre de situations très rapidement et de pouvoir permettre aux personnes qu'on accompagne d'atteindre leurs propres objectifs, parce que c'est vraiment ça qui est poursuivi, en fait, c'est d'être un soutien à des personnes qui se sont adressées à nous à un moment donné et de vraiment pouvoir les aider à atteindre les objectifs qu'eux se sont fixés. Mais voilà, tous, autant qu'on est, peu importe dans quelle structure on exerce et quelle fonction on occupe dans ce secteur traditionnel, on va forcément trouver des limites, soit parce que notre structure, elle intervient dans un champ d'intervention qui est déjà bien défini, qu'on fait tous aussi en fonction des moyens qu'on a, les moyens humains, les moyens financiers et matériels. Mais voilà, on n'a que 2 mains. Et à un moment, clairement, il faut savoir accepter ses limites. Et du coup, il faut savoir pouvoir s'appuyer sur d'autres personnes qui, eux, vont pouvoir venir compléter ce que nous, on ne peut pas faire. Donc, des exemples, il y en a plein. Il peut y avoir tout un tas de choses qui peuvent être liées notamment à tout ce qui est aide alimentaire. Toutes les structures aujourd'hui du secteur ne peuvent pas proposer de l'aide alimentaire. Il y en a qui sont spécialisées dans ce domaine-là et qui, du coup, le proposent aux autres, etc. Effectivement, la question de l'aide financière, on y revient parce que c'est vraiment quelque chose, je pense, d'important. C'est que à ce moment-là, pour la structure dans laquelle j'étais, dans les fonctions que j'occupais, on n'avait pas de réponse financière à apporter. Et on trouvait vraiment très peu de partenaires sur lesquels s'appuyer parce que, Louis l'a dit, c'est des dispositifs qui sont très stricts et qui ne correspondent pas à la situation de tous les jeunes, voire qui ne sont pas accessibles à tous les jeunes parce que c'est très administratif, il faut être en capacité de justifier d'énormément de choses. Et voilà, quand on s'est retrouvé en instabilité dans sa vie, à un moment administrativement parlant,
on n'a pas tout, on n'a pas de fiche d'impôt, on n'a pas de fiche de paye, on n'a pas tous ces petits éléments-là hyper importants dans la société française aujourd'hui pour pouvoir vivre normalement a priori. Et donc, toute cette contrainte, ça devenait de l'ordre de l'ingérable. Et du coup, on en est arrivé à devoir vraiment faire appel à notre imagination sur comment on pouvait débloquer des situations. Donc, je n'ai pas forcément une typologie type sur l'écosystème parce que je pense que ça dépend vraiment des structures et des sous-secteurs sur lesquels on intervient, que ce soit l'hébergement, l'accompagnement social global, l'aide alimentaire. Chacun, finalement, a un peu son environnement et gravite, mais on peut très vite... quand on a la chance, comme nous, ça a été le cas avec Louis et Benoît, réussir à créer des partenariats comme ça, solides, qui répondent à nos besoins et qui font qu'on va vraiment pouvoir évoluer comme une équipe. Parce que c'est ça aussi que je pense vraiment important de signaler aussi, c'est que dans le partenariat, on n'était pas sur un simple partenariat. On se dit bonjour, on se fait 3-4 réunions par-ci, on s'écrit 3 mails. C'est vraiment une réflexion qu'on a menée tous ensemble et ça a permis aussi de répondre à des besoins vraiment très importants. Et ça, je pense que c'est vraiment précieux. Je rajouterai un petit truc sur l'écosystème au cas où ça peut intéresser les gens qui aimeraient entreprendre dans ce secteur. C'est que nous, initialement, quand on a commencé à s'intéresser à ces questions-là avec Benoît et qu'on a rencontré les premières assos, c'est vrai que notamment les assos qui bossent avec des grands exclus, on a senti un peu de, comment dire, pas d'animosité, mais disons que les gens avaient un peu du mal à comprendre pourquoi est-ce que deux jeunes qui n'ont jamais mis un seul pied dans le social auraient envie de s'y intéresser. Et puis surtout, enfin, voilà, la question de la légitimité se posait pas mal avec certaines assos. Et en fait, assez rapidement, et notamment les assos qui bossent avec des jeunes, en fait, on n'a pas du tout eu ce problème-là. Et ces assos-là étaient d'ailleurs plutôt enclines à nous écouter, à discuter avec nous, à nous donner des infos. Que ce soit le refuge, mais en réalité, la Touline, donc des apprentis d'Auteuil et Corot Entraide, qui sont nos deux autres assos partenaires, ont aussi été très accueillantes et enthousiastes de voir que des jeunes qui ne venaient pas de ce secteur avaient envie de faire quelque chose. Donc voilà, petite précision. Et sur cet écosystème, donc en effet, vous êtes arrivé dans un environnement où il y avait déjà plein de choses. Donc on voit que les collaborations, elles peuvent se faire de manière très rapprochée au final, mais peut-être pas avec les grands acteurs, si on doit mettre des guillemets sur grand évidemment, mais aussi avec des acteurs de terrain. Et donc c'est ça aussi qui va créer de l'impact réel. Et est-ce que de l'autre côté, vous avez quand même, est-ce qu'il y a des freins un petit peu dans ce secteur-là? Enfin, vous en avez mentionné certains, mais est-ce que vous auriez des freins à partager, peut-être notamment sur la partie quand on est dans la partie entrepreneuriale de ce secteur? Donc je reviens sur le sujet peut-être aussi des financements de ces projets, mais peut-être qu'il y a d'autres freins dans ce secteur que vous avez identifiés que vous pourriez nous partager, aussi bien peut-être avec ton expérience, toi, Léa, et ton expérience plus entrepreneuriale, Louis. Léa, tu veux y aller ou... Si tu veux, parce que ce sera peut-être un tout petit peu moins long que toi, je pense, parce que, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai plutôt une vision traditionnelle des choses. Donc, cette vision s'est beaucoup ouverte aussi avec la rencontre de Louis et Benoît et la question de l'entrepreneuriat à impact solidaire, puisque s'il y a des travailleurs sociaux ou des personnes du secteur ici présentes ce soir, je pense qu'on le vit tous, c'est des contraintes financières, c'est des contraintes de temps, c'est des contraintes de moyens qui sont vraiment présentes dans notre quotidien. Donc, dans notre pratique, on va vraiment faire en sorte que les publics qu'on accompagne ne le ressentent pas et vraiment faire des pieds et des mains pour que tout ça puisse bien s'imbriquer quand même l'un dans l'autre et que notre action reste inscrite soit dans un territoire, soit sur une politique sociale bien précise. Mais voilà, en fait, il y a toujours quelque chose. Si ce n'est pas les politiques, c'est le territoire, c'est les financeurs. Voilà, il y a beaucoup de contraintes avec lesquelles il faut jongler. Bon, ce n'est pas si terrible que ça, on ne présente pas forcément la face la plus positive des choses, mais ça reste une réalité. L'entrepreneuriat à impact solidaire de la vision que j'en ai du travail avec Louis et Benoît a vraiment permis aussi d'ouvrir des portes un peu différentes et de dire il existe peut-être une façon moins traditionnelle de faire les choses, mais qui fonctionne tout aussi bien, voire peut-être mieux. Ça, j'en sais rien, c'est une hypothèse et on en reparlera peut-être dans plusieurs années, c'est un autre débat, mais en tout cas,
Vraiment, ça a ouvert des portes et vu les résultats que ça a donné, moi, j'ai vraiment envie de promouvoir ça aujourd'hui, je pense. Merci beaucoup. Et pour les freins, d'un point de vue sur d'avenir entrepreneurial, oui, je pense qu'un des freins, c'était un frein un peu presque idéologique. Souvent, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'une association aurait pour objet social, donc activité principale, de verser de l'argent directement à des personnes physiques. Et on nous dit, mais attendez, ces jeunes-là, ils sont logés par les assos référentes, ils ont les colis alimentaires, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'être aidés financièrement? Et au-delà de cette incompréhension sur le besoin, parfois, et souvent même, et ça nous arrive toujours, les gens sont réticents avec cette logique même de donner de l'argent. Enfin, vous savez, c'est toujours ce truc de assistanat, voilà, argent, donner de l'argent égale assistanat, alors que pas du tout, en fait. Donner de l'argent à des personnes physiques, c'est les responsabiliser, c'est leur dire on te fait confiance, on sait que toi, tu n'as juste pas les mêmes chances que les autres pour arriver à tes fins, mais nous, on a parfaitement confiance en toi et on est là juste pour te donner les outils. Donc ça, c'est vrai que ce frein-là, cette logique, je sais pas, qui est héritée, je pense, du système social français historique, que donner de l'argent égale assistanat, c'est un frein. C'est un frein même au quotidien, même certaines fondations. Parfois, j'étais au téléphone avec une fondation, et donc on parlera peut-être du business model après, mais j'étais au téléphone avec une fondation il y a 2 jours, un monsieur super sympa, par ailleurs bénévole depuis 10 ans chez Emmaüs, Défi, etc. Et ben, lui-même m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous donnez de l'argent à ces jeunes-là? Il ne comprenait pas. Voilà, il y avait ce truc-là. Donc, ça a été un frein au début, ça l'est un peu moins maintenant parce qu'on est capable de montrer qu'effectivement, ça aide les jeunes, mais ça l'est toujours en réalité. Ouais. Sur ça, je voudrais peut-être, si Marley est OK pour aussi nous partager son avis justement sur peut-être ce que vient de partager Louis. Du coup, il y a peut-être une perception du fait que pourquoi donner de l'argent, etc. Mais toi, peut-être dans ton parcours, déjà, si tu veux nous raconter un petit peu ton parcours et nous dire qu'est-ce que tu penses de ce que vient de partager Louis et de quoi est-ce que toi, tu as pu bénéficier, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton parcours? Mon parcours au sein du refuge avec Tireurs d'avenir. Par exemple, si tu veux, ouais, on peut peut-être, tu peux est-ce que au début tu peux nous raconter peut-être ta rencontre avec Louis peut-être ou avec le refuge. Peut-être dis-nous quand est-ce que tu es arrivé au refuge. Il y a 1 an et demi. Ouais, Okay. en gros, quand tu es arrivé au refuge, et oui, pourquoi est-ce que tu as fait appel à Tireurs d'avenir peut-être? Oui, je suis arrivé au refuge il y a 1 an et demi et je travaillais à ce moment-là. Mon contrat s'est fini, j'ai enchaîné un autre travail, ça s'est fini. Et pendant une période, ça a été très compliqué, toujours aujourd'hui d'ailleurs, trouver un travail. Et on nous avait proposé au refuge de Tireurs d'avenir, du partenariat qu'il allait avoir. Et ça proposait une aide financière sur une durée. Et moi, je me suis dit que ça pourrait me servir. Ouais. Évidemment que ça sert, en effet. Peut-être nous dire à quoi te servent à quoi te sert l'aide qu'on te verse concrètement au quotidien, quoi. Oui, déjà un peu pour la nourriture parce que je suis végétarien et il n'y a pas tout ce que je peux manger à la banque alimentaire. Dans le cadre de ma transition aussi, ça m'aide à pouvoir acheter des choses pour moi. Genre des sapes, ouais. des trucs comme ça. C'est ça. Et ça, ouais, du coup, Louis, dans les retours que tu as, ça, les personnes l'entendent moins, de dire qu'en fait, parfois, on a besoin juste aussi d'argent pour mettre en place ces projets de vie. En fait, c'est ça. Là, en l'occurrence, on a plein enfin, tous les jeunes qu'on aide sont évidemment différents. Il y a des situations qui sont plus dramatiques que d'autres et plus précaires que d'autres. Marley n'en fait pas partie en l'occurrence. Marley, il a juste besoin de vivre sa jeunesse comme un jeune normal, en fait. Et c'est ça qui participe à l'insertion très souvent. C'est-à-dire que quand vous êtes un jeune, évidemment, Marley, il est logé, il a les colis de la banque alimentaire, mais quand vous essayez de vous projeter sur vivre une vie normale, dans le monde normal, voilà, être épanoui, etc. Mais que vous vous dites au quotidien, moi, en fait, je ne peux même pas aller au supermarché, m'acheter ce dont j'ai envie, je ne peux même pas aller m'acheter une
une paire de chaussures comme j'en ai envie et comme les autres jeunes ont la chance de le faire, eh ben ça, c'est un frein énorme à s'en sortir, à devenir épanoui, etc. Donc, en fait, la logique pour des jeunes comme Marley, c'est de leur permettre d'avoir une vie normale comme tout un chacun, comme tout autre jeune pourrait avoir. Et ça, c'est clé dans le parcours de ces jeunes. Même payer mon forfait de téléphone. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire Marley, si on ne l'aide pas, il n'a pas de téléphone. Donc, il est totalement coupé du monde. C'est-à-dire que nous, on ne se rend pas compte. On a un forfait, on a la 3G en permanence. La plupart des jeunes qu'on aide, nous, ont un téléphone, mais n'ont jamais de crédit. Donc, dès qu'ils sortent de chez eux, c'est totalement freestyle, quoi. Il n'y a pas de GPS, il n'y a rien du tout. On se déplace, on dit à un pote, je te retrouve dans 3h30 à tel endroit, ça se fait jamais. Enfin bref, au quotidien, c'est des grosses galères et on ne se rend pas compte. Mais c'est des vrais obstacles à des avancées quotidiennes, à se projeter, etc. C'est hyper intéressant, on se partage tous les deux parce que je pense qu'en fait, au niveau du grand public, et c'est peut-être ça la réaction parfois qu'on peut avoir que vous devez avoir rencontré dans les institutions, c'est qu'en fait, on a une image très caricaturale de la solidarité en fait, et de ce que ça veut dire et des besoins tu humains. vois, nous, on a un jeune qu'on aide, qui est d'ailleurs le premier jeune qu'on a aidé, qu'on aide à payer son loyer. Parce que ce jeune-là, sans nous, il ne pourrait pas payer son loyer. Il est logé chez un tiers, il n'a pas de bail locatif. En gros, il est en sous-location au noir. Et en gros, pendant le premier confinement, son bailleur lui a dit, écoute, soit si tu arrêtes de me payer le loyer, moi, je te mets à la rue. Et en gros, ce jeune-là, depuis le premier confinement, il n'a plus aucune source de revenus parce qu'avant, il travaillait au black le week-end, il faisait des petits travaux de plomberie, etc. Depuis le premier confinement, ce qu'on appelle l'économie de la débrouille est totalement à l'arrêt. Donc, ce jeune-là, il n'a plus aucun revenu. Donc, en gros, ce jeune-là, Tireurs d'avenir l'aide à concrètement ne pas être à la rue. Donc, ça, c'est le genre de situation qui, en général, fonctionne bien. Les gens comprennent. Et même les donateurs, les financeurs et même les partenaires, vous leur dites ça, c'est pathos à mort. Donc là, ils vous disent, ah ok, on comprend. Et ils comprennent moins pour des situations qui sont beaucoup moins précaires, avec des jeunes beaucoup plus indépendants, beaucoup plus autonomes, mais qui ont quand même ce besoin fondamental d'être soutenus financièrement, parce que sinon leur situation reste bloquée, quoi. Donc encore un petit travail aussi de sensibilisation et de pédagogie à faire dans le secteur. Et aussi pour les nouvelles formes de précarité qui arrivent en masse. Exact. En ce moment, vous avez une personne sur deux qui se rend au Resto du Cœur en ce moment, c'est un jeune de moins de 25 ans. Et il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants parmi ceux-là. Et donc, les étudiants, a priori, on dirait, les étudiants, ils n'ont pas besoin, ils touchent les APL, ils touchent les machins. Mais en fait, la précarité, elle est en train de se créer actuellement chez les étudiants, chez des publics qu'on n'imaginerait pas grands exclus, qui ne sont pas sous les ponts, qui ne font pas la manche dans le métro. Mais c'est ces publics-là qui sont en ce moment en train de glisser progressivement vers la précarité. Et donc, être bloqué par ces espèces de trucs, en fait, si la personne n'a pas une apparence de grand exclu, ce n'est pas un grand exclu, il faut qu'on arrête avec ce genre de discours et de logique, parce que ce n'est pas comme ça que doit fonctionner la solidarité, quoi. Carrément. Dernière question, aussi peut-être pour simplement Marley, toi, un petit peu, c'est quoi est-ce que là, tu as des petites perspectives là, pour les prochains temps? Est-ce que peut-être, par exemple, tu fais aussi du binomage, le projet dont tu as parlé au début, Louis? Ou est-ce que tu as des petits projets que tu veux nous partager? Je fais du binomage avec une autre jeune. Ouais. Et c'était quoi les projets? Ouais, les projets. Trouver un travail. Yes. C'est le grand projet du moment. Ouais, peut-être que tu peux dire que Marley, il avait des pistes pour trouver un emploi avant la rentrée, en fait. Enfin, ça se passe, tu avais plusieurs pistes et tu avais espoir que ça se débloque assez rapidement. Et en fait, voilà, la situation actuelle a tout bloqué, quoi. Parce que j'ai bossé plus dans la restauration et maintenant, c'est vraiment tout bloqué et c'est pas débloqué avant un moment. Ouais, parce que d'un point de vue systémique aussi, il y a ça qu'il faut comprendre. Les secteurs les plus durement touchés actuellement, donc la restauration, la vente, etc., sont les secteurs qui embauchent le plus les jeunes de moins de 25 ans. Donc, en fait, vous avez cette espèce de conversion quasi systématique. En ce moment, les jeunes sont clairement les plus touchés, quoi. Avant de passer à une session questions-réponses qui, j'en suis sûre, sera hyper riche, parce que je pense qu'il y avait plein de questions, et notamment, je pense que peut-être pour... oui, j'allais oublier avant de vous demander un petit conseil.
il y a quand même la question du modèle économique d'un projet comme Tiers-Lieux d'Avenir, parce qu'on a aussi quelques entrepreneurs dans la salle et puis les gens sont bien curieux, évidemment. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot, Louis, même si un modèle économique, c'est toujours un travail en cours, hein, mais Absolument, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est dynamique, on va dire. Initialement, l'idée de Tiers-Lieux d'Avenir, c'était de mettre en place un système de micro-dons dans des restos et commerces partenaires. Donc, l'idée, c'est que vous allez au resto, ce resto parraine un jeune, et on vous propose en fin de repas, au moment où vous payez votre pizza et votre verre de vin, de donner 50 centimes pour le jeune. Donc, on a fait pas mal de tests depuis 6 mois là-dessus. Les premiers mois étaient complètement dédiés à ça. On a fait beaucoup de tests dans une vingtaine de restaurants à peu près. On avait, jusqu'à il y a un mois, on avait 10 restos dans lesquels on était live, quoi. Enfin, le micro-don fonctionnait dans une dizaine de restaurants partenaires. Le deuxième confinement a totalement interrompu ça, mais en fait, même plus que le deuxième confinement, depuis septembre, depuis la rentrée, on sent chez nos partenaires restaurateurs qui sont à l'agonie, très, très, très clairement. Vraiment, c'est extrêmement compliqué pour eux. Et donc, l'adhésion des restaurateurs au projet, leur volonté de tester des trucs, etc., diminuait. Forcément, on ne peut pas leur en vouloir. Donc, on diversifie actuellement le business model. Donc, il y a plusieurs pistes qui sont à l'étude. Il y en a une qu'on a commencé à tester, c'est-à-dire je pense que plusieurs d'entre vous qui doivent nous suivre ont vu, on a lancé une cagnotte. Donc, en gros, au lieu de faire du B2B2C, donc d'avoir un intermédiaire entre le donateur final et Tiers-Lieux d'Avenir, on s'est dit qu'on allait faire du B2C pur, donc via nos réseaux sociaux, des appels aux dons, etc., et des cagnottes. Donc là, on a lancé la première cagnotte 100% numérique il y a 3 semaines, qui était ciblée sur un jeune, anonyme bien sûr, parce que en général, on maintient l'anonymat des jeunes quand ils en font la demande. Et donc, on a plafonné le montant de cette cagnotte à l'aide totale versée à ce jeune-là. Donc, ce jeune-là, on l'aide pendant 5 mois à hauteur de 250 € par mois. Donc, on a plafonné la cagnotte qu'on a lancée à 1 250 €. L'idée, elle a bien fonctionné, elle a très bien fonctionné. En 2 semaines, on avait collecté l'ensemble des dons sans faire de gros push de communication. En gros, on a fait un push initial et ensuite, les gens donnaient tous les jours. Donc, on est assez content que ça soit passé comme ça. Et l'idée, en gros, pour 2021, ça va être de multiplier ces cagnottes via nos réseaux, mais pas trop, parce qu'on ne veut pas saouler notre communauté et les harceler et leur dire tout le temps « donnez-nous de l'argent ». Et donc, ce qu'on va faire et qu'on est déjà en train de tester, là, il va y avoir la première cagnotte lancée, c'est qu'on va faire porter ces cagnottes par des partenaires. Donc, par des partenaires Insta, Facebook, YouTube, en gros des influenceurs ou des pages qui pourraient et qui auraient envie d'être le relais de ces cagnottes. Et on leur dit, voilà, nous, on a cette cagnotte pour un jeune, on a besoin de 600 € pour l'aider, tu portes la cagnotte en ton nom, nous, on s'occupe de tout, c'est-à-dire les formats de communication, la roadmap, etc. On te mâche le travail, toi, tu as juste à te servir de ta visibilité et ta communauté pour collecter les fonds. Et donc ça, on a commencé grâce à Agathe, qui est notre fabuleuse responsable de communication chez Tiers-Lieux d'Avenir. On a commencé à contacter des influenceurs, des pages relais, etc. Et on a pas mal de retours positifs. Il y a plein de gens qui sont prêts à le faire. Donc en gros, en décembre, on va tester ce premier truc. Ce ne sera pas Tiers-Lieux d'Avenir qui portera la cagnotte, ce sera un partenaire, donc pas du tout Tiers-Lieux d'Avenir qui portera la cagnotte auprès de sa communauté, qui lancera les appels aux dons auprès de sa communauté. Donc le canal digital numérique va être important en 2021. Et sinon, on a une autre offre à destination des entreprises qu'on est en train de développer. Mais là-dessus, je ne vais pas vous donner trop de détails. Mais disons que voilà, actuellement, le business model, c'est du B2C en numérique, du B2B avec des entreprises via les services Fondation d'entreprise ou RSE. Et en plus, actuellement, le gros travail qu'on fait, c'est démarcher des fondations d'entreprise et fondations pas d'entreprise, pour financer et soutenir le développement en 2021. Donc, en gros, on leur dit, voilà, on a besoin d'argent, vous croyez au projet, bah, donnez-nous de l'argent. Super, merci beaucoup. Il y aura peut-être encore des questions à ce sujet dans les participants. Un dernier mot avant la session Q&A, peut-être Louis, particulièrement si tu avais voulu, quel conseil tu aimerais donner à des gens qui se lancent dans le secteur? Peut-être un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne au début, quand tu t'es lancé il y a 1 an et demi. Oui, qu'on me l'ait donné ou pas, en fait, ça n'aurait rien changé, mais du coup, ça va faire sens quand je vais vous le dire. En gros, l'idée, c'est de jamais rien lâcher. C'est-à-dire que moi, j'ai une conviction, c'est que si tu es prêt à aller jusqu'au bout pour t'attaquer aux problèmes qui te motivent,
tu ne t'arrêteras pas sur les différentes solutions. Enfin, comment dire, en langage très entrepreneurial, pivoter ne sera pas un problème. Et donc, en fait, moi, ce que je me dis, c'est que si tu es prêt à rien lâcher, ton projet, il sera forcément couronné de succès au final. Parce que ça dure 1 mois, 2 ans, 5 ans ou 10 ans, tu n'auras rien lâché et tu vas toujours trouver un moyen de pivoter, de trouver une solution pour répondre aux problèmes auxquels tu t'attaques. Donc, en fait, le conseil que j'ai envie de donner, c'est que si vous avez envie d'entreprendre réellement dans ce secteur-là, faites-le parce que vous finirez forcément par réussir. Merci beaucoup. C'était hyper riche, hyper intéressant et on va garder du coup le temps qui nous reste pour donner un petit peu la parole au public pour les questions qui restent. Il y avait plein d'autres choses qu'on voulait vous demander à chacun d'entre vous, à Marley, à Léa aussi, mais du coup, savoir, on va laisser le floor au public. Moi, je vais repasser le flambeau à Adrienne, qui va un petit peu aussi faire le lien avec le public. Mais je pense que l'idée là, c'est aussi, n'hésitez pas à chacun, enfin aux personnes dans le public, prendre le micro et vous adresser directement à nos intervenants. Moi, je vous dis bonne soirée et merci beaucoup à tous les trois d'être venus avec nous. C'était passionnant de vous entendre. Merci, Talia. Du coup, je vous dis à très bientôt et je laisse la main à Adrienne. Merci, Talia. J'enchaîne directement pour qu'on reste sur cette lancée. Donc, Marie-Odile, je crois que tu avais une question. Est-ce que tu veux la poser directement en prenant la parole? Est-ce que tu vois comment faire? Sinon, je peux faire ta voix. Je ne te vois pas. Voilà, sinon je vais la poser pour toi. Donc Marie-Odile qui demandait justement par rapport au fait que Louis vous faites appel pour revenir sur la question du coup du financement de l'asso. Quels sont les arguments, et j'imagine que vous devez rencontrer des difficultés, pour vous rendre crédible par rapport à des acteurs qui sont là depuis plus longtemps? Pourquoi est-ce que les financeurs ont envie de financer des jeunes entrepreneurs sociaux? Justement pour ça, en fait. Justement pour ça, nous, on joue à fond cette carte-là. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas que le caractère naissant et jeune de l'entreprise indique un quelconque manque de professionnalisme. Donc, on est super attentif à ça. On est professionnel et on fait attention à paraître professionnel. Mais en revanche, face à une fondation, et notamment les fondations d'entreprise, quand elles reçoivent des dizaines de projets d'associations traditionnelles pas entrepreneuriales, justement, là où nous, on a une carte à jouer, c'est nous, en fait, on fait les choses un peu différemment. On est très jeune, mais on va très vite. Et on a besoin de vous pour nous donner un petit coup de pouce pour soutenir ce développement. Mais de toute façon, ce développement, il aura lieu avec ou sans vous. Donc, en fait, on leur dit, il faut que vous soyez avec nous, parce que si vous n'êtes pas avec nous, dans tous les cas, on va cartonner et vous aurez loupé le train, quoi, en gros, d'une certaine manière. Trop bien. Après, sur le pitch fondation, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ouais. Il y a évidemment tout un pitch qui est construit. Voilà, ça, c'est un travail important à faire de construire un pitch et d'être pertinent et d'apporter de la valeur aux fondations. Ça, c'est un truc aussi sur lequel on est pas mal coaché parce qu'on est par ailleurs incubé au School Lab Sentier à Paris, peu importe. On est pas mal coaché là-dessus. C'est-à-dire que même quand vous allez voir une fondation dont le métier, c'est d'être bailleur de fonds, il faut que cette fondation voit l'intérêt pour elle de vous financer. Quelle est la valeur que vous créez pour cette fondation? Est-ce qu'il y a possibilité de créer de la valeur? Donc, il y a cette partie, c'est de la négo en fait, c'est compréhension des besoins de votre interlocuteur, même si c'est une fondation, même si c'est un bailleur de fonds, comprendre où sont ses enjeux à lui, où sont ses points de tension, ses blocages, et essayer, vous, avec vos ressources, de répondre à ces enjeux en disant moi, je t'apporte de la valeur, quoi. Bien, merci beaucoup Louis de nous en avoir dit un peu plus sur ta manière de procéder. J'aimerais bien ne pas monopoliser la parole parce que moi je pourrais avoir des dizaines de questions encore à vous poser, mais je vois qu'il y a beaucoup de questionnements. Du coup, ceux qui veulent poser des questions, c'est le moment où vous pouvez décrocher votre avec micro. plaisir pour échanger de vive voix. Que ce soit à Léa, à Louis ou à Marley directement. Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Et puis, s'il y a trop de micros qui s'ouvrent en ce moment, on fera une par une. Moi, j'ai peut-être une petite question, désolée. C'est par rapport à la légitimité et notamment le fait que vous ayez des profils qui ne soient pas forcément extrêmement ciblés au départ sur le sujet. Comment vous faites, notamment quand vous développez aussi le binômage,
pour vous dire, je suis légitime là-dessus, sachant qu'il y a plein de questions sous-jacentes, de se dire comment on supervise un binôme pour pas, parce qu'il y a des enjeux énormes derrière, en fait, humainement. Donc, comment vous faites pour petit à petit, j'imagine que c'est en marchant, etc., mais pour répondre à ces questions-là quand on n'a pas toutes les expertises au sein de la structure? Ouais, alors ça, c'est une question qu'on s'est posée et qu'on se pose d'ailleurs toujours. C'est-à-dire que de plus en plus, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on se pose la question chez Tirelire d'Avenir de prendre cette voie de l'accompagnement social ou pas à terme. La question de la légitimité s'est posée, mais en fait, on se l'est posé plus nous qu'on nous l'a posé en externe. C'est-à-dire qu'en fait, ce projet de binomage, on en a parlé aux assos partenaires qui ont tout de suite trouvé ça absolument incroyable et qui ont dit on y va, go. Et on en a parlé aux jeunes bénévoles et aux jeunes aidés par Tirelire d'Avenir. Et les deux parties étaient chaudes aussi. Donc, en fait, on n'a pas eu vraiment à convaincre. C'est-à-dire que je pense que la légitimité, on l'avait acquise via le travail qu'on faisait déjà depuis des mois avec les assos partenaires. Donc, elles savaient comment on bossait, elles savaient qu'on était pro, réactif, fiable, qu'on ne marchait pas sur leur plate-bande, etc. Enfin, voilà, toute la relation qu'on a construite avec eux a fait que lorsqu'on leur a proposé le binomage et qu'on leur a dit qu'on allait lancer ça, ils n'ont même pas mis en avant cette question de la légitimité. Je me permets peut-être juste de compléter aussi sur la question de la posture, en fait. C'est vraiment ça, en tant que premier partenaire, qui m'a convaincue, parce que moi, je me la suis posée clairement la question de me dire, ben, ils ne sont pas du tout du secteur social. Qui sont-ils? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais la posture a été quelque chose de particulièrement important et convaincant tout de suite. C'est que Louis et Benoît, quand ils sont arrivés, ils ont parlé de leur projet, ils n'avaient pas la prétention de quoi que ce soit, seulement de la détermination. Et comme l'a dit Louis, en fait, on a vraiment senti ce truc de se dire bah, où tu montes dans le train maintenant, où tu rates, mais par contre, ça va se passer quand même, en fait. Et donc, du coup, écouter cette bienveillance dans la posture, la légitimité, moi, je l'ai trouvée là et je la leur ai donnée là, à ce moment-là. Merci. Ouais, c'est vrai que, et toujours maintenant, hein, même si on commence à développer une petite expertise quand même sur ce qu'on fait, il vaudrait mieux au bout d'un an et demi. Mais c'est vrai que, notamment les 6 premiers mois, notre posture, mais on ne s'est même pas posé la question, ça nous est venu naturellement, elle était dans l'humilité fois 1000, quoi. On était en absorption, et c'est ça le but de l'exploration terrain, c'est d'absorber. Mais du coup, quand vous êtes dans une posture d'apprentissage et d'absorption, les gens en face de vous le ressentent et voient bien que vous n'êtes pas là à vous dire j'arrive pour disrupter le secteur, je vais tout casser, vous inquiétez pas, vous m'attendiez jusqu'à maintenant, tout va être mieux. Genre, ce n'est pas du tout la logique. Et d'ailleurs, on n'a jamais pensé comme ça. C'est-à-dire que si on s'était rendu compte au bout du travail exploratoire qu'il n'y avait rien à faire et qu'il n'y avait pas de valeur de plus à créer, etc., on aurait lâché l'affaire, quoi. Mais du coup, ouais, je pense que cette posture assez humble et d'apprentissage nous a permis de construire cette légitimité. Merci. Génial, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question, mais je crois que Pardon, je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait parler aussi. Ouais, vas-y, Ça marche, ma caméra. Voilà, bonsoir. J'avais une petite question qui était plus par rapport à la façon dont vous avez monté l'asso. Pourquoi justement être parti sur une asso et pas le statut entreprise? Et du coup, j'imagine peut-être que tu avais plus de facilité à partir en asso. Enfin, je ne sais pas en fait si tu as plus de facilité à partir en asso qu'en entreprise, mais j'imagine que tu t'es forcément posé la question. Donc, oui, bien sûr qu'on s'est posé la question. Et en fait, ce qui a le point qui nous a fait prendre la décision, c'est que en fait, d'un point de vue juridique, verser de l'argent à des personnes physiques, vous ne pouvez le faire que quand vous êtes association. Si vous ne voulez pas être taxé dessus, voilà, une entreprise n'a pas le droit de verser de l'argent à des personnes physiques si ce n'est pas un salaire, quoi. Donc en fait, il n'y a qu'une association. Tout ça, c'est un travail qu'on a fait avec nos avocats qui nous ont accompagnés sur la création de la structure, etc. Mais en gros, la seule possibilité pour qu'on puisse verser de l'argent à des personnes physiques, c'était d'être association. Il s'avère aujourd'hui que c'est probablement la meilleure décision qu'on ait prise depuis 1 an et demi parce que le statut d'association permet tout un tas de choses et facilite notamment beaucoup la recherche de fonds. Ça marche. Et du coup, vous êtes salarié dans l'asso? C'est quoi, votre statut? Non. Donc, Benoît et moi sommes tous les deux coprésidents. On est donc président bénévole. Pour l'instant, on n'est pas salarié, mais a priori,
courant 2021. Avant l'été 2021, je deviendrai salarié de la structure. Et Benoît, ça devrait venir un peu après, mais courant 2021, avant la fin 2021, si on peut se salarier tous les deux, ce serait optimal. Ok. Mais Merci. du coup, à ce moment-là, moi, en fait, tu ne peux pas être président salarié, c'est pas possible. Du coup, moi, je changerai de statut, je passerai probablement délégué de l'asso, ou enfin, peu importe. En gros, statutairement, on fera évoluer les choses pour qu'on puisse légalement se verser un salaire. Ok, merci. Merci à toi. Isis, je crois que tu avais une question. Oui, bonsoir. Ça rejoint un peu à ta question, Émilie, mais peut-être pour aller un peu plus loin. Donc, moi, je suis entrepreneur et donc ma question, elle a un double sens. C'est à la fois pour moi parce que j'aimerais plus tard entreprendre dans ces secteurs-là. Donc, je me pose cette question de la rémunération et je me la pose aussi pour les personnes que j'aide aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'aide des personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat et il y en a beaucoup qui sont intéressées par les causes sociales et environnementales. Et donc là, j'ai compris que du coup, vous étiez pour l'instant pas salarié, que ça allait venir courant 2021. Du coup, j'ai deux questions. La première, c'est comment vous faites votre transition, c'est-à-dire comment en attendant d'être salarié, vous avez des revenus. Est-ce que vous êtes toujours salarié ailleurs? Est-ce que vous avez un chômage? Et ma deuxième question, c'est le jour où vous êtes salarié, finalement, d'où vient l'argent? Parce que, alors peut-être que j'ai raté un truc, mais j'ai compris que pour ce que vous versez, j'ai compris d'où venait l'argent de ce que vous versez, mais du coup, vous, celui que vous percevrez en tant que salarié, est-ce qu'il vient de la même source ou est-ce que vous allez chercher les fonds ailleurs? Comment ça fonctionne? Yes, alors, moi, donc j'ai démissionné au printemps 2018. J'ai eu la chance d'avoir 20 mois de chômage à ce moment-là. Donc, je touchais le chômage jusqu'au mois de juin, il y a 6 mois. Mai-juin, ça c'est fini. Et donc, depuis, je n'ai plus aucun revenu. Après, il ne faut pas se voiler la face, hein. Devenir entrepreneur, c'est genre faire des compromis sur son confort. Moi, je suis retourné vivre chez ma mère à 28 ans. Et actuellement, j'ai 0 € de revenus et je vais toucher mon premier mois de RSA ce mois-ci. Donc, enfin, voilà, clairement, entre la vie de salarié que j'avais avant en bossant en finance de marché, où j'étais dans mon super appart à Milan, etc. Enfin bref, ça n'a rien à voir. Donc ça, il faut l'avoir clairement en tête. Moi, sincèrement, je n'ai pas l'impression de faire de réels compromis parce que ce que je fais actuellement, enfin, voilà, c'est ce qui me motive au quotidien. Et ma situation de confort, je sais qu'elle est temporaire. Et du coup, de rester 1 an ou 2 vraiment dans des situations de confort partiel ne me dérange pas tant que ça. Donc RSA actuellement. Et pour savoir d'où viendra l'argent qu'on se versera en tant que salaire, là-dessus, on n'est pas encore exactement clair, mais disons que les 3 canaux dont je parlais, c'est-à-dire fondation, B2B et B2C, globalement, l'idée, c'est qu'on a un budget global et qu'on répartit les sous qu'on touche en fonction des partenariats, etc., des exigences de chacun des bailleurs, de chacun des clients, etc. Mais grosso modo, il y a certaines fondations qui sont prêtes à payer des salaires de dirigeants. Enfin, voilà, on trouvera des moyens. Ok. Il y a Benoît qui nous a rejoint, qui va faire un petit coucou. Génial. Salut Qui était Benoît. attendu par tous. Comment ça va? Ça va, la forme. Hein. Enfin, un petit peu fatigué, mais la forme. Au global, ça va. On garde le moral. Ouais, Benoît, par exemple, pour subvenir à ses besoins, il donne des cours le week-end. Ouais. Donc voilà, on a tous. D'ailleurs, s'il y a des gens qui cherchent des cours de maths. Mais sinon, on est tous les deux à 100% sur le projet. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Louis et Benoît qui viennent de nous rejoindre ou pour Marley et Léa? Peut-être comment trouver un bon binôme? Parce que ça, c'est aussi le sujet, c'est qu'en fait, seul, on peut essayer, mais c'est vite compliqué, surtout quand ça devient politique ou autre. Donc, comment, vous, c'est par le sprint, de ce que j'ai compris de Make Sense, mais c'est quand même pas si évident que ça de se dire quelqu'un qui est vraiment dans la même dynamique, dans le même projet, comment ça se... En réalité, nous, on a eu une chance absolument inouïe. Enfin, on en a conscience. Hein. En plus, on n'a fait aucun effort pour que ce soit le cas. C'est-à-dire que moi, à l'époque où j'étais seul, je savais qu'il fallait constituer une équipe, mais c'était vraiment long terme. J'étais sur l'idée, je n'arrivais même pas à aborder le travail exploratoire. Et il s'avère qu'on a eu la chance de se rencontrer à ce moment-là et qu'on a tout fait ensemble, l'exploration, etc. Donc, on a eu de la chance, donc je ne pourrais pas trop te donner le conseil là-dessus. Mais...
Comment trouver un bon binôme, une équipe, quoi. En fait, je pense que la question, c'est la même, genre comment trouver ton conjoint ou ta conjointe, tu vois. Genre comment tu fais pour réussir On à est trouver bientôt quelqu'un. mariés. Ouais, c'est ça. En fait, c'est carrément un mariage, une sorte de mariage. En fait, on n'a pas cherché à se trouver, on s'est trouvé. Et du coup, il ne faut pas forcer les traits, il ne faut pas forcer le truc. Moi, la première fois que j'ai rencontré Louis, juste après l'avoir entendu parler sur le sprint, je suis tombé sous son charme grâce à sa belle voix. Et ensuite, on s'est parlé. En fait, je me suis rendu compte qu'on était d'accord sur à peu près tout, en fait. Genre notre vision du monde, notre vision du problème de la précarité. Et, en fait, c'est ça qui est fondamental. C'est que Benoît et moi, on partage les mêmes valeurs. Mais c'est assez, enfin, voilà, on est d'accord sur tout et parfois on ne se parle pas d'un sujet et puis on va en parler en même temps et on va avoir exactement la même vue dessus. Par contre, au quotidien, on ne pense pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que la manière dont on travaille, Benoît et moi, elle est radicalement opposée. Donc, en fait, au quotidien, ça crée des frictions. Mais en fait, ces frictions, parce qu'on a cette base solide où on sait qu'on va dans la même direction, on veut atteindre les mêmes objectifs et qu'on partage les mêmes valeurs, ben en fait, ces obstacles du quotidien, ça ne reste que des obstacles super ponctuels, anecdotiques. Donc, si j'avais un conseil à donner sur le critère de choix de ton binôme ou de ton équipe, c'est de partager les mêmes valeurs et de vouloir aller dans la même direction, quoi. Ouais, il faut se dire en fait que tu vas passer plus de temps avec ton coéquipier qu'avec genre n'importe qui d'autre en général. Ouais. Donc vraiment, il faut que ce soit quelqu'un avec qui tu te sens bien, quoi. Est-ce que vous avez mis en place un process pour décider si vous associez ou pas? Parce que du coup, vous êtes arrivé dans le sprint avec chacun votre projet. Vous l'avez vite remis en question en se disant, bon, d'abord, on va partir du terrain et de voir ce qui se passe. Est-ce que vous êtes fixé une durée de test pour voir si ça vous fonctionnait bien ensemble ou alors quelque chose que vous aviez envie de voir, des règles du Non, pas officiellement. On ne s'est pas posé la question, on a juste fait. En fait, il y avait juste une date limite, c'était un go ou no go sur le projet, mais pas sur le fait de s'associer. On s'était dit, du coup, on s'est rencontrés en juillet 2019, on s'est dit février 2020, il faut qu'on soit genre, on sait si notre projet peut donner quelque chose ou pas. 6 mois, du coup. Mais sur notre association, déjà, c'était un peu différent parce que vu que rapidement, on s'est rendu compte que ça allait être une association et pas une entreprise, il n'y a pas de pacte d'associés à décider, etc. Donc, par contre, on s'est tous les demi coprésidents et il n'y a eu aucun moment où ne s'est posé la question de qui allait l'idée, en fait. Et ça, c'est souvent une question que les groupes d'entrepreneurs et que les équipes d'entrepreneurs se posent. En fait, nous, elle ne s'est jamais posée et on a toujours su qu'on allait être au même niveau décisionnaire, qu'il fallait que dans tous les cas, la décision soit qu'elle soit, qu'on la partage et qu'on la porte tous les deux. Et qu'il n'y en aurait jamais un qui serait décisionnaire si jamais il y avait conflit et qui serait là pour dire, en fait, on va dans cette direction. Ça, c'est une logique qu'on n'a pas voulu adopter. Et on s'est toujours dit, s'il y a décision à prendre, tant qu'on n'est pas d'accord, on ne prend pas la décision. Et en vrai, ça ne crée pas d'obstacle, ça ne crée pas de blocage. On réussit toujours à se mettre d'accord assez rapidement. Parfois, il y a débat, etc. Mais débat houleux. Débat houleux, mais toujours qui aboutit à quelque chose, quoi. Et vous répartissez, en fait, il y a peut-être d'autres personnes qui ont des questions, mais du coup, juste rapidement, vous répartissez comment les tâches? Quels sont les rôles de chacun, de vous deux? On est extrêmement polyvalent. Il faut quand même avoir conscience qu'on est une très très jeune structure et que du coup, on est interchangeable d'une certaine manière. Mais grosso modo, Benoît est responsable des opérations. Et moi, je suis responsable des partenariats, donc je vais parler pour ma partie. Tout ce qui a trait aux partenariats, donc relations aux fondations, aux assos, aux partenaires restaurateurs, la stratégie qu'on met en place avec eux, etc. Ça, c'est moi. Et globalement, tout le reste, c'est Benoît. Moi, ça va être le suivi de ce qu'on fait, quoi, de tâches, suivi financier, suivi des jeunes. Et aussi maintenant, vu qu'on n'est plus que 2, on est 4, on a 2 alternants qui travaillent avec nous. Faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble, genre de la façon la plus fluide. Je sais qu'au début, c'était compliqué, mais là, c'est en train de s'améliorer. Parce que c'est un des gros enjeux, en fait, quand vous êtes une structure qui croît, mais qui reste jeune, c'est de mettre en place des process qui fonctionnent, des méthodes de travail qui fonctionnent. Et donc ça, c'est le taf de Benoît en ce moment. Il a beaucoup, beaucoup de boulot. Et je vous embête avec ça. C'est pour la bonne